Avec moi, on va partir du côté du Proche-Orient avec cette nouvelle tragique pour Israël. L'armée israélienne a tiré par erreur sur ses propres compatriotes. 3 otages enlevés le 7 octobre, identifiés par erreur, visiblement, comme des ennemis. On va retrouver dans un instant nos envoyés spéciaux sur place à Tel Aviv, Charline Hurel et Gabriel Aurion. Bonjour à tous les deux et à tout de suite. On va juste écouter d'abord le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, qui reconnaît cette erreur de l'armée israélienne. Un point de détail. Alors, on va écouter tout à l'heure Daniel Hagari. En même temps, on va pouvoir faire le changement de plateau. On va accueillir aussi Martine Gozlan, qui est rédactrice en chef à Marianne. Je vous laisse vous installer tranquillement, vous inquiétez pas. Vous êtes grand reporter, spécialiste du monde arabe et de l'islam. Et... Bon, c'était la caméra, mais c'est pas grave. On va écouter Daniel Hagari. On se retrouve juste après. Au cours des combats de Shijaya, Tsahal a identifié par erreur 3 otages israéliens comme une menace. En conséquence, les troupes ont tiré sur eux et ils ont été tués. Au cours des recherches et des contrôles effectués dans la zone où l'incident s'est produit, des soupçons sont apparus quant à l'identité des personnes décédées. Leurs corps ont été transférés en territoire israélien pour des examens. Après cela, il a été confirmé qu'il s'agissait de 3 otages israéliens. Alors ces 3 otages dont il parle, les voici, ce sont 3 jeunes hommes. Samer Fouad Al-Talalka qui a 24 ans, avait 24 ans, a été enlevé à Niram. Alon Shamri, 26 ans, enlevé à Kfar Aza. Et Yotam Haïm, qui avait 28 ans et qui avait été enlevé à Kfar Aza. Tsahal estime que donc, soit ces otages étaient en fuite, c'est-à-dire qu'ils s'étaient échappés de captivité, soit... Ils avaient été abandonnés par le Hamas en raison des combats violents dans la zone. On va voir justement l'endroit où ça s'est passé dans le quartier de Sajaya. C'est au nord de la bande de Gaza. Précisons aussi que c'est une zone où se déroulent de nombreux affrontements entre l'armée israélienne et les terroristes. Mais tout de même, Vincent Hegeux, alors pardonnez la dureté de mes propos, mais est-ce qu'il n'y a pas là une bourde de l'armée israélienne ? Si, mais je dirais que c'est une bourde tragique et inévitable au regard de la nature même de la conflictualité. C'est-à-dire dès lors que, à la fin du processus d'échange négocié, Israël décide de relancer une offensive de très haute intensité dans le contexte urbain que l'on connaît, avec l'intrication permanente entre combattants, population civile, otages, il est absolument inévitable que certains d'entre eux périssent. Et d'ailleurs, au passage, on nous explique qu'il y a aujourd'hui toujours 135 otages portés disparus. Un peu moins, parce qu'il y a aussi 3 décès supplémentaires voilà. hier soir. Et il y a, et j'y venais, il y a tout lieu de redouter que plusieurs dizaines d'entre eux sont déjà décédés aujourd'hui. Alors, que ce soit du fait de l'offensive israélienne, que ce soit du fait des traitements infligés par leurs geôliers, simplement, ça renvoie à une question, à mon avis, fondamentale, qui est que si l'on s'en réfère au principe talmudique du secours aux captifs comme impératif moral majeur de tout juif digne de ce nom, je crois tout simplement que Netanyahou a renoncé à ce qu'il affiche comme étant son objectif prioritaire, c'est-à-dire le retour vivant de préférence, les dépouilles à défaut, des otages israéliens, qu'ils soient israélo-israéliens ou double nationalité. Soit dit en passant, quand on entendait Benjamin Netanyahou, il a toujours fallu aussi un peu lire entre les lignes depuis le début, et on a bien compris que l'objectif était d'éradiquer complètement le Hamas. Si on peut y arriver, parce qu'on rappelle aussi que c'est une idéologie, que ça va être extrêmement compliqué. Martine Gozlan, pour revenir quand même sur cette bourde de l'armée israélienne, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre mot. Comment est-ce qu'on peut se tromper à ce point-là ? Penser que 3 otages sont des terroristes ou en tout cas des ennemis. Alors on comprend évidemment la peur des soldats aussi qui jouent leur vie, évidemment. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce que ça ne va pas aussi donner du grain à moudre à ceux qui critiquent une armée israélienne un peu trop offensive, un peu trop agressive et qui tire un peu trop rapidement ? Alors, d'abord, je voudrais faire juste une incise sur les otages eux-mêmes. Il se trouve qu'il y a 8 jours exactement, j'ai rencontré Jonathan et Ido Shamriz, qui sont les frères de l'un des otages, Alon Loulou, qui était de Kfar Aza, et donc qui a été l'un des 3 sur lesquels
Tsahal a tiré par erreur, une erreur vraiment tragique. Et ils étaient engagés, Jonathan et Ido, dans cette lutte désespérée. Ils parcouraient l'Europe et aussi ils ont été à Washington pour tenter d'attirer l'attention de toutes les institutions, des gouvernements, des élus sur la situation de leurs otages. Donc j'imagine que Jonathan et Ido, dans quelle douleur ils doivent être. Ils sont rentrés en Israël. Il y a eu une manifestation hier, immédiatement devant le siège des forces de défense. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pour répondre, Solène, à la question que vous m'avez posée, c'est une situation absolument inextricable. Bon, peuvent-ils... est-ce que l'armée israélienne est trop offensive? En réalité, tous les experts, d'ailleurs, je citerai vraiment les meilleurs experts d'une certaine façon, ce sont nos confrères de Haaretz, dont certains ont travaillé d'ailleurs dans les forces spéciales, donc du quotidien Haaretz. Et l'un d'entre eux, je crois que c'était Alon, enfin je ne me souviens plus, Anshel, rappelait juste, il y a 48 heures, que Gaza était le terrain d'opération l'un des plus dangereux au monde et l'un des plus invraisemblables pour une armée. Est-ce que l'armée israélienne a été trop offensive? Surtout, elle n'y parvient pas, parce que dans ce quartier de Sharjaya, c'est pas seulement tout est un danger. Ils ont tiré, il y a 3 hommes, c'est terrible. Le drame, c'est que on pense, les explications, c'était qu'ils se sont probablement échappés. Donc ils ont subi à la fois le mois, vraiment les 2 mois plus de 2 mois de captivité, et puis une lueur d'espoir. Ils voient les leurs en face et les leurs les tuent. C'est atroce. Mais ce qui s'est passé, le long débat tragique que nous avons depuis finalement 71 jours, on en est au 71e jour de l'attaque, c'est civil, pas civil, civil ou terroriste du Hamas. Mais ça, c'est impossible finalement à déterminer. Et ça nous ramène à ce drame. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de bouclier humain, c'est que tout Gaza est en fait constitué de tunnels. Quand on parle de ce métro, mais il circule pas seulement au nord, il circule au sud. Les tunnels, pardon, par ce terme trivial de métro qui est utilisé de façon récurrente. Et tout est truffé. C'est-à-dire que c'est tout Gaza qui est un immense bouclier humain, comme on a pu le dire. C'est-à-dire que comment distinguer? Donc pour pulvériser les tunnels, les fameux 800, je crois, 800 km de tunnels. On va en parler des tunnels d'ailleurs. Les tunnels, mais rien, il faudrait des forces pour bombarder les tunnels, il faudrait un arsenal absolument incroyable. Rien ne peut se comparer à ce qui est en train de se passer, sauf peut-être Mossoul. Je voudrais juste qu'on aille sur le terrain, pardon Vincent, parce que Charline Hurel nous attend depuis un moment avec Gabriel Aurillon derrière la caméra. Pardon à tous les deux de vous avoir fait attendre. Dans la soirée, je vous montre juste une image, dans la soirée, en réaction à ce drame, il y a eu cette manifestation spontanée à Tel Aviv où vous trouvez Charline et Gabriel avec ces familles d'otages, de disparus, autres habitants de la capitale qui se sont rassemblés par dizaines, centaines devant le QG de l'armée israélienne à la Kiryat pour réclamer notamment, remettre sur la table un accord pour la libération des otages. Charline, comment est-ce que cette erreur, si l'on peut dire, est perçue par les Israéliens? Extrêmement difficile forcément pour les familles d'otages avec ces rassemblements spontanés et puis les cris à travers les porte-paroles des familles qui disent nous n'avons même pas eu de nouvelles du cabinet de guerre au sein du gouvernement suite à ce qu'il s'est passé. Donc forcément la colère parce que c'était aussi ce qu'elles redoutaient, ces familles d'otages avec les combats qui se poursuivent en disant mais est-ce que nos otages ne vont pas être pris au milieu des combats et donc certains être tués par l'armée israélienne. Ensuite, il faut quand même dire que le pays est divisé entre guillemets sur la question parce que on aime aussi rappeler ici que si tout cela s'est passé, c'est parce qu'il y a eu le 7 octobre, parce que le Hamas est venu prendre ses otages et donc avec cette finalité, ce qu'on a appris hier, la mort de ces 3 otages. Ce qui est certain, c'est qu'on rappelle quand même qu'ici qu'il y a un gouvernement d'unité nationale, mais de plus en plus les jours passent, il y a tout de même des voix qui s'élèvent et tout cela
fragilise de plus en plus la position du Premier ministre Netanyahou. Alors Charline, vous avez rencontré ces derniers jours des proches d'otages, et notamment, entre autres, otages franco-israéliens qui sont toujours captifs dans Gaza. Après 2 mois d'attente, évidemment, ils ont très peur pour leur vie, et peut-être même encore plus quand il y a des erreurs mortelles, comme celle qu'a admis Tsahal ces dernières heures. Est-ce que c'est le cas, Charline ? Exactement, ces familles qui nous expliquent qu'elles oscillent entre l'espoir, le désespoir, ne pas savoir ce qu'il se passe et donc l'incertitude en réalité qui est certainement l'un des pires sentiments à ressentir. Nous avons rencontré hier Jocelyne. Jocelyne, c'est la grand-mère du petit Eitan qui a été relâché, mais il y a toujours son gendre qui est aux mains du Hamas. Alors nous l'avons interrogé hier, nous n'avions pas encore cet élément, comme quoi il y avait les 3 otages qui avaient été tués par erreur par l'armée israélienne. En tout état de cause, nous l'avons quand même contacté. Son discours ne change pas, mais je vous propose tout de suite d'écouter ce qu'elle dit. Je pensais qu'ils allaient protéger les Français pour pouvoir discuter. Alors je me dis que Ouad il va peut-être lui aussi subir le même sort. J'étais vraiment très mal ce matin quand il faut attendre. On s'imagine toutes les souffrances, tout le martyre, parce que vraiment on ne sait pas comment il les traite, toutes les tortures qui sont possibles, qui sont probables. Et alors on devient fou. Et on essaie d'oublier. Et la peur de Jocelyne qui rejoint la peur des autres familles, surtout en ce qui concerne les hommes, les jeunes hommes, et savoir le traitement qu'ils reçoivent de la part du Hamas. Donc évidemment, la peur en tout cas qui domine les sentiments de toutes ces familles. Beaucoup, Charline Hurel, avec Gabriel Aurillon derrière la caméra. Encore pardon pour l'attente et merci pour votre travail. Vincent, vous vouliez ajouter ? Oui, très très brièvement, ce nouvel épisode sinistre et fatal des 3 échappés tués par l'armée israélienne invalide radicalement le postulat officiel des autorités, à savoir que c'est la pression militaire maximale qui allait rendre possible la libération des captifs. Or, la réalité, dans toute son épaisseur, c'est que les seuls captifs qui ont été libérés l'ont été par le biais de négociations, d'échanges et de marchandages. Ulrich ? Et j'ajouterais que finalement, ces 3 disparitions tragiques s'ajoutent aussi à la mort de Yuval Kestelman, qui avait abattu les deux terroristes à Jérusalem et qui avait été abattu lui aussi par un tir ami d'un soldat en permission, je crois, de Tsahal. Donc, en fait, comment dire, ça renchérit un petit peu ce discours, ces discussions en interne en Israël, effectivement, un peu de ce que vous disiez, des objectifs militaires de l'armée, de la façon dont elle se comporte, et finalement de cette capacité ou non, en exerçant une pression militaire maximale, d'obtenir finalement des résultats sans finalement avoir des drames tragiques qui font que beaucoup de gens disparaissent. Ouais. Oui, il faut rappeler que David Barnea, donc le chef du Mossad, hier a rencontré Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité américain, et qu'il est question, je crois, que David Barnea se rende quelque part en Europe pour rencontrer le Premier ministre qatari. C'est-à-dire que finalement, la pause, pas le cessez-le-feu, mais la pause réclamée sans arrêt par le Forum des familles d'otages, elle devient de plus en plus urgente. Et je dois dire, c'est vrai que, donc là je suis d'accord donc avec Vincent, que bien sûr que la position de Netanyahou devient de plus en plus critique. Parce que bien sûr, si rien ne peut se passer pendant la guerre pour le forcer à abandonner le pouvoir, les choses remontent plus au sommet de l'État. Les choses peuvent très très vite s'accélérer.